toujours utilisé l'humour comme couleur pour agrémenter mes projets. Puis à 22 ans, je sentais pas que j'avais assez quelque chose à dire, puis que j'avais assez de discipline pour aller dans ce chemin-là, tu sais, faire de la scène, du stand-up. Puis à un moment donné, j'ai rencontré une fille qui faisait des muffins, j'ai commencé à les prendre en photo, puis là, c'est ça. Refill pour t'éclairer les idées ou? Je suis rentré à l'hôpital avec une glycémie tellement élevée que j'aurais dû être dans le coma depuis 2 semaines. Puis ça a changé ma vie là, du jour au lendemain. Écoute, c'est comme, si tu t'organises pas pendant, mettons, une semaine, tu meurs. Moi, c'est ça ma condition. Ah ouais. Je suis un gars qui a un TDAH assez sévère. Mélangé avec le HPI, ça fait douance, tout ça. Je suis encore en train d'analyser tout ça. Quand j'avais 18 ans, j'ai commencé à faire de l'humour. J'avais besoin de me faire dire « Bravo, t'es bon. On t'aime. T'es valide. » J'avais vraiment besoin de ça. À 40, je m'en Christ. Le podcast sur Temu est présenté par Temu. Temu, Notre- notre Roule la sponsor roulette. principal. Gagne 26 sacs de clips pour accrocher ton linge. Imagine. Une corde à linge. Des C'est tout épingles. des hosties, puis là, c'est comme t'as comme un timer avant de sortir. Fait que là, t'es comme pressé par le temps, mais c'est tout de la merde. Puis là, faut que t'accumules des points. Là. Ouais. Fait que là, t'en sélectionnes 3-4. Ça s'attaque à toi, promettent des ça? rabais, hostie. Là, finalement, Je les connais rabais, beaucoup c'est ça comme, quand même. Ah! comme des coupons. Ah oui, mais je suis Tu me tombé fais dans le penser panneau, aux moi, avec. personnes âgées à Vegas là, qui jouent sur les machines à sous, mais qui en ont 5 en même temps. Puis Ah ouais, ils gèrent ah, ça. les Quand, touches, ta. hostie, tac, tac, Moi, j'ai tac, vu tac. ça en vrai. Là, quand j'étais allé à Vegas, là, c'est d'une tristesse. Puis, quand t'es à Vegas, là, c'est un hôtel, dans le fond. J'avais booké un hôtel, mais dans le lobby de Ah, l'hôtel, ouais, c'était ouais. un casino. Ouais. Fait que t'as du monde qui fume en dedans, t'as des groupes scolaires, puis t'as une fille qui danse à moitié habillée sur le bar. Mais il Ouais. est genre 8h30 le matin. C'est Ouais. c'est Si fantastique. tu veux de quoi d'encore plus triste, va à Atlantic City. C'est comme le Las Vegas des pauvres. là. Ok, oh wow. Ah ouais, ça, c'est. Je me book Ça, ça c'est là. triste en esti, là. Pour de book vrai, ça là, tout de avec suite. genre tous les genres de. On dirait que tous les hôtels qui ont fait faillite, ils les ont transposés à Atlantic City après. Ils ont Fait que juste t'as comme boomé ailleurs. une vieille pyramide d'Égypte sur le côté. Toutes les affaires là. La vieille Tour Eiffel d'Atlantic Ah ouais, City. la version Temu, justement. C'est pas comme dans les Simpsons d'abord. Non? Dans les Simpsons, ils passent souvent d'Atlantic City. C'est vrai? Ouais. Mais je pense que c'était beau à un Ouais, moment. il y a eu comme un pic, puis après Ah ça, ouais. ça a Ouais. donné. Ben, comme En passant, Joe, on reçoit Alexandre Champagne aujourd'hui. Merci d'être là. Hey! Fucking right. Yes! C'est cool que tu sois là. Ben merci. Mais si on poursuit dans cette direction-là, ouais, Atlantic City, ça a été comme. Ça a frappé le pic, puis après ça, ça a fait downfall, je pense. Mais Vegas est à veille aussi, je pense. Ah, je pense pas. De non. tomber. Non, parce qu'à Vegas, Il y a t'as trop des de spectacles. cash, man. T'as Ouais. des spectacles, puis ils renouvellent Ouais. la culture, en La- fait. ouais. Tu sais, t'as le cirque, t'as Bruno Mars qui a un spectacle, t'avais Adele, t'as eu Céline Dion pendant longtemps. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont des spectacles. Bon point. C'est très attrayant. C'est une ville tellement étrange. Ouais. Tu sais, tout C'est ce qu'il y a intriguant. alentour, il n'y a rien du tout. Là. Puis Ouais. t'arrives, c'est Vegas, là. C'est quelque chose. J'aime aller, moi. Toi, tu passes du temps là souvent, toi? J'adore ça. Tu l'as reconnu? Ben, habillé de tu l'as-tu même. reconnu? Je l'ai reconnu. Je suis comme toi. Je le sais, c'est ça, il y a 16 ans. Hein? Ouais, Ça fait 16 ans déjà? 16 ans. C'était en 2008. Ah, burn! Contrat de gars. Wow. J'avais 22 ans. T'avais 22 ans quand t'as fait contrat de gars. Ouais. Là, c'est juste parce que tu viens de le mentionner. Là, 16 ans, j'avais en tête que ça faisait, on dirait, moins longtemps que ça. Mais Non. là, tu viens de lancer ton. Mais c'est parce que ça a bien vieilli. Si je Ouais, sais- ouais, ouais. Ben là, ça ressort. Mais tu sais, tu viens de lancer ton one-man show. Ouais. T'as-tu fait de l'humour ou d'autres projets humoristiques dans ce gap de 16 ans-là? Non. Pantoute. J'en ai- ben, on a eu, il y a eu 3 fois par jour, il y a eu mon studio, il y a eu Ouais. la fondation, mais j'ai toujours utilisé l'humour comme couleur pour agrémenter mes projets. Mais de dire, hey, je fais de l'humour, non, Ouais. c'est pas arrivé. Depuis ce projet-là. Depuis, c'est pas vrai. On a comme arrêté Contrat de gars en 2010-ish. Puis genre, j'ai arrêté de faire du stand-up en 2011, au mois de Ok. mai, au Club Soda. C'était comme mon dernier spectacle officiel. Puis pourquoi, Puis, mettons? Je sais pas, à l'époque, quand je suis sorti de l'école de l'humour, le circuit était quand même assez petit, dans le sens où il n'y avait pas autant d'opportunités de jouer à ce moment-là. Le Ouais. milieu était beaucoup plus petit, il y avait Ouais. beaucoup moins de diversité, puis dans tout, là, dans le type de personnes qui faisaient de l'humour, dans les opportunités qui s'offraient aux gens d'en faire. Et puis, j'avais l'impression que j'allais m'ennuyer. Puis c'est un métier qui est quand même assez solitaire. Là, tu sais. Ce qu'on Ouais. voit à la télé, puis bon, en spectacle, c'est un peu la pointe de l'iceberg. Là. Il y a tout un travail qui est fait derrière. Puis à 22 ans, je sentais pas que j'avais assez quelque chose à dire, puis que j'avais assez de discipline pour aller dans ce chemin-là, tu sais, faire de la scène, du stand-up classique. Fait qu'on a fait Contrat de gars, je trouvais ça le fun, mais à l'époque, je trouvais pas qu'il y avait de l'avenir. Je trouvais qu'il y avait de l'avenir sur le web, mais j'avais pas trouvé les gens qui allaient nous aider à en profiter.
Puis à un moment donné, j'ai rencontré une fille qui faisait des muffins. J'ai commencé à les prendre en photo. Puis là, c'est ça. J'ai fait ça pendant... T'étais comme Atlantic City en humour, mais conscient. Là. Ouais. Si tu poursuivais, ça... C'est que Tu j'avais... sentais pas que ça allait... Je voyais pas comment je pouvais mettre ma créativité à 100% dans un show de stand-up. Surtout parce que je le savais que j'avais pas grand-chose à dire à 22 ans. T'sais. Fait que je m'étais dit, peut-être un jour, ça va recommencer. Puis évidemment, je pense toujours à des affaires drôles. Je prends des notes dans mon téléphone ou il arrive des situations. J'ai vécu pas mal d'affaires aussi depuis ce temps-là. Je suis devenu papa, je me suis marié, j'ai divorcé, j'ai eu une compagnie, j'ai vendu mes parts, j'ai eu une fondation, un studio, j'ai fait toutes sortes d'affaires. Fait que je trouvais ça intéressant d'encapsuler ça dans un spectacle, mais c'est zéro prétention. Je sais pas quand même. Enfin, un autre humoriste blanc de 40 ans qui va venir nous parler de sa vie. Je le sais bien, là, je sais exactement c'est quoi ma place. Mais je pense que le spectacle est créatif, puis j'avais envie d'essayer ça. Puis comme je dis tout le temps, c'est pas moi qui décide, c'est le public. Fait que si les ventes sont pas au rendez-vous, m'a faire d'autres choses. Puis c'est ça que ça me tente de faire. Là, je suis en rodage, ça fait une vingtaine de spectacles que je fais. Il m'en reste 12 à peu près à faire. Puis j'ai vraiment du plaisir. J'espère que ça va fonctionner, mais si ça fonctionne pas... Là, ça te fait quoi d'être assis à côté de toi 15 ans plus jeune, mettons? Ça me fait plaisir. Je me souvenais pas que j'étais autant poilu, par exemple. C'est vrai! Mais on m'a dit rase-toi, mais ça, c'est pas mal, ça, raser. Hein? Ça dépend. Ça dépend les raisons. C'est mal de se raser si t'es un nageur olympique, ça te fait aller plus vite. Oh oui. Tu comprends? C'est ça. Ouais. C'est ça l'affaire. Tout est mal si tu te l'appropries de façon masculine. Tu comprends? C'est un peu ça le thinking de contrat de gars. Parce que justement, là, mettons, sans s'étirer trop là-dessus, mais en faisant une parenthèse à contrat de gars, parce que c'est assez d'actualité avec les événements récents, de Tout le monde en parle, puis le documentaire qui a été fait là, sur les mâles alpha. Est-ce que tu sens, mettons, parce que il y a 15 ans, c'était pas comme aujourd'hui. Là, on n'avait pas autant de plateformes d'accessibilité ou de pouvoir de s'exprimer là, avec les réseaux sociaux, on l'a aujourd'hui. Mais il y a 15 ans, est-ce que tu sentais qu'il y avait cette présence-là déjà qui était importante ou qu'est-ce qui avait inspiré ton... En fait, la même chose qu'aujourd'hui. Tu vois, il y a 17 ans, en fait, quand j'ai imaginé Contrat de gars, moi, c'était comme une réponse à l'émission Testostérone de l'époque avec Mike Ward, François Massicotte et Marc Boilard, puis je me souviens plus qui exactement, mais... c'était une réponse à ça. Il y avait encore à ce jour, puis c'est depuis des centaines d'années qu'il y a une quête de la masculinité, qu'il y a un désir d'être supérieur à cause qu'on est des hommes, puis j'ai toujours trouvé ça risible et pathétique parce que j'ai pas été élevé comme ça, tu sais. Puis ça me faisait rire parce que j'allais au gym à Repentigny dans ces années-là, puis il y avait 2 gars qui étaient tout le temps là, immense, puis il était toujours en train de se tâter, puis en train de se dire à quel point il était pas fif. T'sais, il disait ça, le mot fif. Il était comme, hey, on est vraiment pas fif, on est vraiment mort. Puis il arrêtait pas de dire ça. C'était comme, les gars, si vous voulez sortir ensemble, il n'y a personne qui va être fâché. Il y a vraiment personne qui va se convaincre. Là. Puis ça m'attristait beaucoup de savoir que des gens pouvaient refouler des sentiments, des sentiments d'amour ou de désir pour une personne du même sexe. Puis en même temps, j'étais comme, il y a aussi beaucoup de gens qui sont probablement pas homosexuels qui vivent ces mêmes affaires-là parce que c'est leur identité, la masculinité ou leur genre identitaire. Fait que pour moi, j'ai toujours trouvé ça vraiment drôle. Puis je l'ai fait exactement pour ça quand on a créé Contrat de gars. Moi, c'était ça le message. C'était comme, les gars, c'est correct, là, on peut se laquer. Je disais ça il y a 16 ans. On en parlait avec Joe, justement. J'étais au téléphone avec Joe Roberge tantôt, puis on en parlait de ça. On était comme, tu te souviens-tu à cette époque-là? Puis ce qui était vraiment cool à cette époque-là, c'est que tout le monde était in on the joke. Tout le monde savait que c'était une blague. Ouais. On n'a jamais eu de plainte. Il n'y a jamais personne qui a dit ça passe pas. Tu sais, il y a certains épisodes que je ne remettrai pas aujourd'hui pour des raisons culturelles et tout, mais en même temps, c'est une fucking joke. Fait que pour moi, je suis très, très sensible au choc puis au trauma des gens. Mais en même temps, on savait que c'était une blague. Puis je trouve qu'en grande majorité, ça passait très, très bien, puis ça passerait encore aujourd'hui. Puis le fait que ça ressorte justement 15 ans plus tard, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une recrudescence d'adhérer à un mouvement de mâle alpha ou c'est juste vraiment qu'il y en a qui ont une plateforme présentement puis on peut avoir l'impression qu'il y a une recrudescence, mais ultimement, les gens n'adhèrent pas nécessairement à ça? Ou... Ben, c'est vraiment une bonne question. Je ne suis pas au fait des statistiques. Moi, j'aime ça, les données, les chiffres. J'aime ça comme creuser dans la science pour comprendre les choses. J'ai l'impression que c'est la même crise identitaire depuis des années. C'est juste que maintenant, les moyens de véhiculer ça et d'être au courant qu'il y a des gens qui vivent ça sont plus accessibles. Ouais. Tout simplement.
Il y a aussi une conversation qui est extrêmement difficile à avoir entre deux groupes différents. On l'a vu, tout le monde en parle. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a un des deux groupes dont l'intégrité physique et la sécurité est réellement menacée. On le voit dans les chiffres, les femmes. Les féminicides, les drames conjugaux, tout ça, c'est les femmes qui sont victimes de ça. Violence conjugale, physique et tout. C'est ça aussi, tu sais. Puis t'as un autre groupe qui ont comme peur du gouvernement puis des vaccins. Puis comme, je comprends la crainte de l'inconnu. J'ai pas de problème avec ça. Puis je pense que c'est important d'avoir des conversations puis d'entendre tous les points de vue. Mais il y a des choses, selon moi, qui devraient être arrêtées. Puis comme ça en fait partie. Tu sais. C'est juste, il y a deux groupes qui sont dans des traumas puis dans des peurs. Mais il y a une seule des deux peurs qui s'est concrétisée puis qu'on est capable de mesurer. Puis c'est les femmes qui sont au bout de ça puis qui en souffrent. Mais moi, comme gars de 39 ans, avec le paquet de privilèges que j'ai, je vais t'avouer, je me souviens pas c'est quand la dernière fois j'ai eu peur. J'ai failli faire un accident l'autre fois parce qu'il y a un gars qui louvoyait sur l'autoroute puis il a failli me pogner. Mais à part de ça, je marche dehors n'importe où. J'ai marché dehors à San Francisco la nuit dans des quartiers épouvantables. J'ai jamais eu peur pour ma sécurité. Ça, c'est une des libertés que j'ai comme gars. T'sais. Fait que tout ça, ça me bouleverse énormément. J'ai une petite fille de 9 ans. Fait que je suis comme, il arrive quoi là, après? T'sais? Mais j'ai l'impression que c'est pas tant. Il n'y a pas tant de gars qui sont pour Your Body, My Choice, puis ce genre d'affaires-là épouvantable qu'on a vu. Mais le problème, c'est pas qu'il n'y en a pas tant. Le problème, c'est qu'il y en a. Puis ça fait peur à du monde. Quand tu as des. Tu sais, en bout de ligne, je pense que l'ego prend le dessus aussi dans ces situations-là, mais quand tu cherches des réponses orientées dans une direction, le problème. C'est ton biais de confirmation. Tu es la personne la plus au courant aussi avec les réseaux sociaux. Tu veux apprendre ou savoir que les ovnis existent, tu peux trouver de l'information qui va te faire croire que les ovnis existent. Si tu cherches à identifier qu'ils n'existent pas, c'est possible, tu sais. Moi, j'ai la solution. C'est l'algorithme, là, tu cherches. La vraie solution, c'est d'avoir un gun. Ouais, entre autres, ça se passe là. Ouais, ça, quand t'es au Canada, t'habites à Saint-Lambert, avoir un gun, ça règle pas mal d'affaires. Ouais, c'est pas mal pratique. Alex, tu dis ça parce que t'as pas gagné tes élections américaines. C'est ça. J'ai tellement pas... Je sais que je devrais, mais j'ai tellement pas d'intérêt envers ça. C'est un shit show politique épouvantable. J'ai pas l'impression qu'il y a un réel changement qui s'effectue. Mais on vote pour un ou l'autre. C'est de plus en plus du marketing. Puis du... C'est parce que c'est ça. Puis en même temps, c'est tellement large. Là. L'idée, c'est pas de faire le. Penses-tu qu'ils jouent à l'épée, eux autres, non? Non, mais moi, je me suis posé cette question-là. Penses-tu qu'ils disent, on a. Tu sais, mettons, là, là, on va faire PFK. Ils vont lancer un burger au poulet avec du craft dinner dedans. L'idée, là, est pas géniale. Là. Sauf que elle s'adresse à un public cible. Est-ce que c'est la même chose avec Trump qui se dit, crème, j'ai l'audience pour agir en épée de même, ou si il est complètement intelligent, mais. Tu comprends ce que je veux dire, non? Je pense que tu veux dire. J'ai l'impression qu'il y a. Il y a combien de facettes comme ça que c'est quelqu'un qui s'adapte à une audience? Moi, je pense qu'on a tous le privilège de pouvoir se retirer de ça puis regarder ça de haut puis dire comme, oh, Trump a gagné, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'il faut chercher des réponses là-dedans. Qu'est-ce que les gens, en votant pour Trump, pensent que ça va accomplir? Mais mon champ d'expertise est très, très limité sur le sujet. Mais clairement, il y a quelque chose qui va pas bien pour que ça se passe. En même temps, j'ai pas les connaissances nécessaires pour me prononcer en profondeur sur le ouais, sujet. C'est tough d'aller loin, mais bref, c'est plus le... C'est un petit... refill pour t'éclairer les idées? Non, je vais attendre de finir mon eau. J'ai comme slacké sur le gaz. Ça me donnait des brûlements d'estomac. Pourtant. Tu sais, quand tu te mets sur le côté, puis ça te remonte, tu fais comme des rats de sauce un peu surettes. Là. Une coupe de Gaviscon, puis c'est réglé. Ouais. Tu coupes avec des Gaviscons. 1 verre, 3 Gaviscons. On est rendu là, hein? Le calcul est... ouais. T'es charmant. C'est ça que t'es. C'était du super. Ah ouais, hein? 91, ça sent jusqu'à... Mais si tu vas chez Petrocan, ils vont jusqu'à 94. C'est les seuls. C'est vrai? Ouais. C'est encore plus peu. C'est de valeur pour l'audio, ça. Ils n'ont pas l'odeur. Hein? Ouais. Dommage. T'as-tu... quand t'as parti ce contrat de gars, tu disais tantôt, justement, c'était un peu pour rire d'une situation, mais en même temps, peut-être passer un message en voulant dire, regarde, c'est ridicule de la façon que ça se propose. Est-ce que tu as la même intention
de passer un message à travers l'humour avec ton nouveau show? Tu sais, l'idée, c'est-tu juste de faire rire ou c'est de faire conscientiser aussi ou de mixer les deux? Ou... J'ai pas la prétention de faire ça. C'est pas un désir que j'ai de changer le monde à travers mon show d'humour. Je pense que ce qui m'intéressait dans le fait de recommencer à faire de l'humour, c'est que j'ai fait beaucoup des choses sur Internet pendant longtemps. La pandémie nous a comme séparés pas mal. On se voyait moins, on avait moins de contact avec les gens. Puis je trouve ça vraiment, vraiment cool de dire aux gens « Hey, venez, on va passer une soirée ensemble. Je vais dire des niaiseries pendant 1h30, puis après ça, on s'en retourne tous chez nous. Demain, il faut que j'aille porter ma fille à l'école et tout. Tu sais, je suis devenu un papa avec des responsabilités puis tout ça. Donc, le but, c'est vraiment le divertissement. Si quelqu'un retire quelque chose de positif de ça, une leçon, une idée, une manière de faire les choses, ou juste un moment où la personne a pu oublier. J'ai fait un spectacle à Longueuil il y a un bout de temps quand même. C'était au mois de mars ou avril environ. Puis il y avait une fille qui était devant la scène, puis on a comme interagi pendant le spectacle, puis elle a eu 8 commotions cérébrales. Puis je me disais, ouais, qu'est-ce que tu sais, il y a eu tellement. J'avais juste envie de faire un show d'1 heure sur 8 commotions cérébrales, j'avais tellement de questions. Puis finalement, bon, on a ri beaucoup, tout ça. Puis après le spectacle, elle m'a écrit, elle dit, c'est la première nuit que je dors bien, parce qu'elle dit, j'ai tellement ri que j'étais fatigué pour vrai. Tu sais, elle dit, les traumatismes que j'ai eus au cerveau, c'est vraiment élevé, puis tout ça. Puis ça, j'étais comme content. Fait, mais je ne vais pas dire mon spectacle, c'est pour que ça te sauve la vie et que tu dors mieux. C'est ça que je fais. Ça vend des livres, ça? Devenir riche ou change ta vie, achète des billets. Si ça coûte 40$, ça va changer ta vie. Mais tout le monde aime ça, vivre d'espoir. Je suis juste pas un gars qui vend de la bullshit, je pense. Puis j'ai bien de la misère parce que maintenant... T'as les nuages, non? Ben oui, mais maintenant, avec Internet, tout se sait. Puis comme... C'est difficile d'être derrière des écrans de fumée puis comme de faire vivre l'illusion à son plein potentiel. T'sais. Fait que j'essaie de rester le plus terre-à-terre possible, mais c'est vraiment 1h30 de conneries. J'ai des jokes de papa. Il y a des, là, je suis en rodage, fait que je peux me permettre de faire des choses. Des fois, il y a des jokes qui ne marchent pas pantoute. Ça me fait rire. J'ai vraiment du plaisir. Vraiment c'est best, ça. La version finale, ça va marcher. Joe, là. Ouais, mais marche jamais, mais lui, il trouve drôle en c'est ça. Mais c'est ça qui est important, parce qu'il faut que ce soit plaisant pour les deux parties. Fait que non, il n'y a pas... Je parle de la langue française. Pour moi, c'est important qu'on préserve la langue française. Je parle du diabète parce que je suis diabétique depuis 10 ans. C'est vrai? Oui, j'ai été diagnostiqué. Je suis rentré à l'hôpital avec une glycémie tellement élevée que j'aurais dû être dans le coma depuis 2 semaines. Puis ça a changé ma vie là, du jour au lendemain. Écoute, c'est comme, si tu t'organises pas pendant, mettons, 1 semaine, tu meurs. Moi, c'est ça ma condition. Ah ouais. Fait que, tu plugué comme sur ton... Oui, j'ai un capteur, puis j'ai ça sur mon cell qui est là-bas. C'est une invention extraordinaire. C'est fou, ça, hein? Mais ça a changé la vie. Moi, ça a changé ma vie. Là. Littéralement, du jour au lendemain, là, ça a changé ma vie. Puis si tu descends plus bas que ça l'appelle quelqu'un, genre? Ou... Non, ça va me donner des alertes avant même d'être rendu plus bas, parce que maintenant, l'intelligence artificielle puis les algorithmes, ça a des très bons côtés. Là. Maintenant, avec les capteurs intelligents puis les insulines intelligentes, puis tout ça, on est capable de prévoir un peu d'avance quand est-ce qu'il va y avoir une drop trop basse. L'industrie pharmaceutique là-dessus est nettement plus efficace que l'industrie du bien-être, soit dit en passant. Là. Je sais pas. J'ai une foi immense en la science qui s'occupe du diabète parce que mon grand-père l'était aussi. Puis mon grand-père, lui, c'était une catastrophe, là, la gestion de sa condition, parce que dans ce temps-là, pour avoir ta glycémie, donc la quantité de glucose que tu as dans le sang, il fallait que tu pisses sur un bâton qui changeait de couleur. Mais quand tu es rendu à savoir à travers ton urine que ta glycémie est haute, c'est parce que tu es haut en esti depuis un bout. Là. C'est pas bon. C'est vraiment, vraiment pas bon. Fait que maintenant, on est capable de prévenir. Il y a des pompes à insuline qui fonctionnent intelligemment avec le téléphone cellulaire, qui vont prévoir les tendances, qui vont se fier sur 1 mois de chiffres pour se dire, OK, quand tu manges telle affaire, tu le rentres. Fait que là, l'appareil sait que quand tu manges tel ou tel truc, selon ton niveau de stress même, ton niveau de sommeil, ton niveau d'exercice, c'est malade. Là. C'est vraiment, vraiment cool. Ben, c'est ça que quand tu dis ça change une vie, au lieu d'être tout le temps obligé d'être piqué dans le doigt ou de. Je veux dire, ça change le. Ben, en fait, le plus grand impact que ça a, puis ça peut être un couteau à double tranchant, le plus grand impact que ça a, c'est sur la qualité de vie pendant en fait, la qualité de vie avec la condition. Cependant, si tu es quelqu'un qui a de l'anxiété de performance, qui est toujours stressé d'atteindre tes chiffres, ben là, ça peut devenir aussi un vecteur de stress supplémentaire. Donc, je parle beaucoup avec des personnes diabétiques, surtout les personnes nouvellement diagnostiquées, puis les personnes de mon âge. J'ai juste 39 ans, je l'ai su à 29, à 30 en fait. Non, 29. Puis c'est important de leur dire, tu sais, le stress va te tuer avant les effets d'une glycémie un petit peu élevée sur ton corps. Fait que c'est bien important de gérer ça.
puis de gérer tes attentes, puis de comprendre comment ça marche. Si tu perds dans d'autres choses, en bout de ligne, t'es pas d'avance là-dessus. Là. Exact. Fait que là, tu intègres tout ça dans ton show, puis est-ce que étant donné que tu es entrepreneur, avec l'expérience que tu as eue, est-ce que tu traites, mettons, ce projet-là comme une business ou comment c'est rodé? Là? Ben, pas tant, non. Parce que, non? Non, ben, je suis comme coproducteur du spectacle. Okay. Mais pour moi, c'est difficile pour moi d'établir la culture comme étant une business. Il faut, là. Il y a des entrées d'argent, des sorties d'argent, des dépenses, des gains, des revenus, des profits, des affaires d'argent. Ça, je suis bien au courant de la structure économique, mais c'est pas autant payant que ça l'a été, l'humour, parce que l'offre est diversifiée, elle est multiple. Il y a de plus en plus de salles de spectacle, donc c'est plus facile de faire des spectacles maintenant. Puis étant donné qu'il y a de la demande, bien évidemment, puis il y a surtout beaucoup, beaucoup d'offres, bien, à un moment donné, les gens peuvent se permettre de choisir. Donc, je trouve qu'il faut que tu sois très, très spécial pour cash in là, en fou. Ouais. Fait que non, je le traite pas comme une business, je le traite comme... c'est vraiment drôle, c'est très égoïste, là, mais je le traite comme une manière... Comment je pourrais dire ça? Quand je vais faire un spectacle d'humour, il faut que je sois bien. Évidemment, comme tout le monde, j'ai des épreuves dans ma vie, j'ai du travail à faire sur moi et tout ça. Mais ce que ça me demande comme énergie pour faire un show d'humour, c'est le bien-être. Puis pour avoir du bien-être, ben, il faut que j'aie une discipline. Pour avoir une discipline, il faut que je m'organise. Pour m'organiser, il faut que je m'aime assez pour le faire parce que je sais qu'il y a une version de moi dans 3 semaines qui va être vraiment heureuse que j'ai fait ces choix-là. Ouais. Fait que pour moi, c'est plus presque comme une thérapie. C'est comme un espèce de truc sur lequel je ne vais pas faire de compromis. Fait que c'est pas une business, c'est une manière de... Je me dis, hey, regarde, je vais me mettre dans la merde avec ça parce que je sais que si j'ai ça à faire et je me donne cet objectif-là, ben j'ai pas le choix d'arranger tout autour dans ma vie pour être bien. Puis les conséquences sont très positives. Sur toutes les sphères. Dans toutes les sphères. Ouais. Ma présence avec ma fille, ma présence avec mes amis, ma manière de travailler, ma ponctualité, tout ça. Je suis un gars qui a un TDAH assez sévère. Mélangé avec le HPI, ça fait douance, tout ça. Je suis encore en train d'analyser tout ça parce que j'ai lu beaucoup là-dessus, puis je sais pas. On dirait une religion, j'y crois, mais je pratique pas, genre. C'est comme, je sais pas, c'est encore très mystérieux pour moi tout ça, mais je sais que mon cerveau fonctionne différemment. Il fonctionne pas mieux ou moins bien. Puis que des fois, c'est difficile pour moi de faire des choses du quotidien comme n'importe qui d'autre. Je me sens pas spécial à cause de ça, mais j'ai des affaires à faire pour que ça fonctionne puis que j'arrive dans mes choses. Puis pour moi, le fait d'avoir un spectacle d'humour puis une équipe aussi dévouée à faire fonctionner le spectacle, ben je peux pas partir comme une princesse puis faire ce que ça me tente quand ça... Genre, j'ai pas le choix de le faire. Ouais. Fait que j'ai mis ça dans ma vie pour avoir une meilleure discipline puis développer ces qualités-là. Fait que c'est pas une business. Yeah, c'est bon, man. C'est bon, j'aime ça. De mettre tout ça en place pour organiser juste parce ta que vie, j'arrive en retard à c'est mes ça. rendez-vous. Chris, gros, t'aurais pu juste te mettre une alarme dans ton calendrier. T'es pas obligé de partir en tournée, c'est débile. Mais non, c'est ça. C'est que c'est bon. Fait que là, t'étais partner dans 3 fois par jour. T'as vendu... T'es plus là-dedans pantoute, là. Non, pas du tout. Dans le fond, c'est ça. Marie-Lou et moi, on était co-présidents de 3 fois par jour. Puis en 2017, juste avant qu'on se sépare, on avait décidé de plus travailler ensemble. Moi, j'avais envie de faire autre chose. Puis, à mon avis, Marie-Lou était prête à prendre ça toute seule. Puis d'ailleurs, tu sais, je sais qu'on parle du passé puis tout ça, mais pour moi, tout ça, ça a été des écoles hallucinantes. Tu sais, 3 fois par jour, ça a été mon éducation entrepreneuriale de A à Z. On a eu la chance d'avoir des mentors comme Serge Beauchemin qui a été dans Les Dragons. On a eu des gens d'affaires aussi qui nous ont beaucoup aidés. Brigitte Jalbert, qui est présidente du groupe Carousel, qui fait de l'emballage depuis des années, une super belle entreprise familiale. On a eu des gens de cœur qui faisaient des affaires avec leur cœur. Puis ça nous a inculqué des bonnes valeurs d'affaires. Puis Marie-Lou, honnêtement, ce qu'elle a fait... Puis ça fait plus de temps qu'on n'est plus ensemble, qu'on a été ensemble. Ça fait plus de temps que je suis plus dans 3 fois par jour que j'ai été dans 3 fois par jour. Mais je savais que Marie-Lou était la personne idéale pour faire ça. Puis elle roule 3 fois par jour toute seule. Il n'y a pas de conseil d'administration. Il y a pas... C'est vraiment une belle entreprise. Puis, of course, que je vais en parler, je suis fier de ce qu'on a mis sur pied. Mais aujourd'hui, 3 fois par jour est beaucoup plus Marie-Lou et sa personnalité et son identité que ça a été avant parce que j'étais là. Donc, pour moi, de me retirer, c'est la meilleure chose possible qui pouvait arriver et à 3 fois par jour et à moi. Ouais, c'est ça. Puis ça a été la même chose pour ma fondation. Quand on a mis la fondation sur pied, la fondation Le Ciel, le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne, à un certain moment donné, je savais que j'allais devoir quitter mes fonctions de président parce qu'on allait avoir besoin de quelqu'un qui était meilleur dans les opérations. Puis surtout d'une personne qui avait envie de s'investir à fond là-dedans, à 100%. Donc, j'ai quitté. Puis c'est Emmanuel Parent maintenant qui dirige la fondation. Puis
c'est la meilleure chose qui peut arriver à la fin. J'étais pas la meilleure personne pour ça, fait que je m'en vais dans ce temps-là. J'ai pas... Mais de le reconnaître aussi, je pense que c'est bon. Puis tu sais, des fois, tu checkes, mettons, une histoire comme YouTube, là, il avait vendu à Google 1,6 milliard, je pense. Je me rappelle pas en quelle année, là. Puis aujourd'hui, les revenus juste de pub sur YouTube, c'est comme 60 milliards par année. Là, non, mais tu peux jamais savoir. Les 3 gars qui l'ont starté, ils l'auraient pas amené là. Il n'y avait pas l'infrastructure, il n'y avait pas la machine en place comme Google a été capable de l'amener là. Fait que tu peux. Il y en a plein qui disent ah, ils ont manqué leur coup. Ben oui, si j'avais investi dans Apple en 1974, aujourd'hui, je vaudrais 300 milliards. Hey. C'était comme. C'était pas Snapchat. T'as pas de Bitcoin, hein? C'est quoi? T'as pas de Bitcoin, toi? Non, on n'est pas. Non, toi, tu en as plein? Ah ouais. Ah, moi, je suis dans le Forex, les gars, man. Ah ouais? Je suis en maternelle. Non, c'était quoi l'autre affaire? C'était encore mieux, là, l'Ether, le Ethereum. Non, c'était pas ça, là, mais les... non, oui. T'achetais des bonhommes puis des peintures, là, des... Les NFT. Les NFT, moi, j'ai un ami qui est devenu millionnaire en 1 minute. Avec un NFT? Avec les NFT. C'est Fuck Render, Frédéric Duquette, un gars qui était à Vancouver, un de mes amis. C'est un artiste. C'est quoi son nom? Fuck Render. Puis Fred, l'affaire, c'est que Fred, je sais pas combien d'années avant que ça commence à marcher, ses affaires, c'est un gars qui faisait de l'art en 3D, mais j'ai toujours halluciné sur ce qu'il faisait. Genre, il faisait des trucs, des œuvres 3D que j'avais envie de manger. C'était tellement beau. Ah ouais. Genre des chaînes, des scorpions, des mains, des visages. Il y avait toutes sortes de couleurs dans ma palette de couleurs que j'aime. Puis j'ai toujours aimé Fred, puis j'y disais, puis là, un moment donné, il m'a envoyé un print que j'ai encore dans la boîte, si on veut, scellé. Puis à un moment donné, il a fait comme les NFT, ça s'en vient, tout ça. Il dit je vais mettre 4169 cristaux à vendre pour 0,4169 Ether, là, Ethereum, qui était l'équivalent à peu près 1300$ à ce moment-là. Fait que fais le calcul, là, 4169 fois 1300 en 1 minute. Pow, 16 millions. Boum! Merci. Bon matin. Tu sais, mais ça, tu peux pas. Oui, mais c'est un window qui est de même. Ben, c'est gagnant. Mais c'est un artiste, puis il a fait ça pendant des années et des années à manger à rien ou presque, à pas pouvoir profiter de la vie parce qu'il bûchait, puis il bûchait. Fait que, tu sais, oui, OK, les success stories en 1 minute, mais comme, regarde tout ce qu'il y en a. Puis, non, oui, il a travaillé très fort. Il y a plein de monde qui travaille très fort qui n'auront jamais accès à ça. Mais aussi, dans son cas, il y a une chance inouïe, un timing. Il y a tellement d'affaires. Puis, comme pour moi, si tu fais des affaires, fais-le avec tes valeurs, puis fais-le pour les bonnes raisons. Parce que tu peux bien faire du dropshipping sur Amazon, tu sais, mais j'ai l'impression que, en tout cas, moi, ça me satisferait pas. Ouais, mais c'est en ligne avec ta mission aussi, là, parce que si t'es pas aligné avec ta mission, tu sais pas pourquoi tu le fais. Ultimement, un peu comme les réseaux sociaux, tu t'en parles, puis ta fondation est à l'aide dans ce créneau-là. Là, on en parlait justement un petit peu plus tôt avec un autre invité de l'impact que ça a sur nos jeunes. Puis on se posait la question à savoir, OK, mais nos enfants, parce que je te mets dans le contexte, je suis allé en voyage récemment, là, la semaine passée, puis on était au buffet, puis j'étais là avec mes 3 enfants. Puis mes enfants, Chris, il y en a un qui échappait une assiette, l'assiette a cassé, l'autre était au buffet, il courait, il chicanait, il s'ostinait, ça faisait du bruit, on dérangeait un peu, on essayait de les contenir autant que possible, mais ça reste que s'ils ont 6 ans, 4 ans puis 3 ans, là, fait que ça fait du bruit. Puis on a l'impression qu'on est, tout le monde nous regarde, c'est comme si on avait les seuls enfants dans le restaurant, mais il y en a plein d'enfants. Sauf que tous les enfants sont sur des tablettes. Fait qu'il n'y a pas un enfant qui fait du bruit sauf les miens, mais ils sont tous devant un écran. Fait qu'ils sont pas là, ils sont pas présents. Ouais. Fait que là, on était comme tabarouette, comment, qu'est-ce qui va arriver avec tout ça? Parce qu'on veut tout plus de simplicité, on veut tout que ce soit plus facile, puis on est toutes victimes de ça, là, et on veut tout se faciliter la vie, là, ouais. Mais de te faciliter la vie en endormant ton enfant, puis comme nos enfants connaîtront jamais ça d'appeler un chum puis de dire hey, tu viens de jouer dehors, là, ou d'aller cogner à la porte puis de dire hey, on joue-tu au hockey, peut-être là, dans certains contextes, mais je veux dire, ça sera jamais comme nous on l'a vécu, puis c'est correct tant que ça se fait différemment, mais c'est parce que tu es tellement comme impliqué ou tu es tellement dépendant maintenant de ça, puis c'est tellement facile puis accessible que ça peut en être dangereux, mais quand c'est bien utilisé, ça peut être bénéfique aussi. Fait c'est pour ça qu'en lien avec la mission, je sais pas si je sais que tu as une orientation dans ce sens-là, mais c'est important de bien l'utiliser, mais on dirait que comment tu fais pour convaincre le monde de ne pas y aller juste pour... Ben, le truc, c'est pas d'y aller. Le truc, c'est d'essayer d'avoir un équilibre dans tout. Je veux dire, moi, oui, j'ai fondé avec Emmanuel la fondation Le Ciel, mais des fois, je donne un iPad à ma fille parce que... Écoute, on a passé la journée ensemble, on joue dehors, faites ci, faites ça, faut que je fasse la vaisselle, puis le ménage, puis là, ben, Janou,
souvent, ce que je fais, c'est que j'amène Jeanne avec moi. Jeanne, j'ai toujours amené ma fille partout avec moi, dans sa coquille, à l'épicerie, même pendant la pandémie, tout ça. J'amenais toujours ma fille avec moi. Des fois, quand je cuisine, je l'assois sur l'îlot, puis on jase, puis elle m'aide, puis tout ça. Mais oui, ça va arriver des fois. Tu sais, l'être humain, à la base, ce dont il a envie le plus, c'est des connexions. Puis malheureusement, les médias sociaux, les écrans, tout ça, c'est des édulcorants à la connexion. C'est un semblant de connexion, mais sans les calories. Tu sais. Puis c'est ça qui est dommage, c'est que ça nourrit rien. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a observé, en tout cas la dernière fois que je me suis mis le nez dans les études, c'est que chez les adolescents, l'effet pernicieux des écrans, c'est qu'on passe de moins en moins de temps en face-à-face entre nous autres. Mm-hmm. Puis quand tu es adolescent, ben, c'est comme une période cruciale où tu développes ton intelligence émotionnelle. Puis pour développer ton intelligence émotionnelle, il faut que tu aies des contacts avec les gens. Donc, en ayant une conversation, je vois comment tu te sens, j'apprends à gérer les émotions que je fais naître chez toi, les émotions que tu fais naître chez moi et vice-versa. Puis avec les écrans, c'est tellement plus facile de dire quelque chose à quelqu'un en message privé sur Instagram que d'appeler ou que de dire « Viens-tu prendre un café? J'aimerais ça qu'on ait une conversation. » On commence à désapprendre les habiletés de conversation et de connexion entre nous autres. Puis je pense que c'est à la base d'un paquet de conflits que j'appelle les petites guerres, tu sais, des chicanes entre amis, des chicanes de famille, des choses comme ça. « Ah, j'ai vu sur Instagram. » C'est plein d'illusions puis de suppositions. Puis même moi, là, je me fais pogner là-dedans. Je suis pas ici pour dire à personne comment faire parce que je cherche aussi la réponse. D'où c'est drôle parce que oui, ça m'est arrivé d'avoir des mauvais moments sur les réseaux sociaux puis de me faire dire « Ah, il y a une fondation. » Comme j'ai parti cette fondation. Je vais au gym pour être plus en forme. Je vais pas au gym parce que je suis bodybuilder. Tu comprends? Je vais au gym pour devenir meilleur. Fait que j'ai parti la fondation parce que je suis comme, il y a un grand besoin d'aide puis j'aimerais ça qu'on y réponde parce que je pense être une des personnes qui en a le plus besoin. Tu sais? Fait que c'est fait en toute humilité puis c'est ça. Fait que je pense que en gros, là, la situation du buffet, tu es plus connecté avec tes enfants s'ils sont en train de faire 4-5 niaiseries que tu es connecté à tes enfants s'ils sont calmes à table puis tu manges. Parce que si ton gars fait tomber quelque chose, ben, tu peux y parler. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce qu'on se calme? Il y a tellement d'opportunités de connexion avec ses enfants qu'on manque à cause des écrans que j'essaye, en tout cas, le plus humblement possible dans ma vie, de prioriser ça. Récemment, avec Janou, on a mis comme un temps limite sur les écrans. Sa mère a fait la même affaire. Puis je vois puis je réalise que mon enfant, quand elle s'ennuie, c'est là qu'elle... Mettons, je dis non, pas d'iPad, pas de YouTube, rien. Jeanne est comme, pendant 10 minutes, là, c'est la fin de sa vie. Puis à un moment donné, elle est comme, oh, elle prend genre une paire de pinces puis des brillants, puis elle invente un jeu, puis elle part pendant 2 heures. Puis je suis comme, oh. C'est pas créatif, puis ouais. Puis là, c'est là que si elle vient me chercher, je prends l'opportunité. Comme, faut prendre toutes les mains tendues ou le plus possible. Même après une grosse journée de ça, je trouve, ma fille, elle haïssait ça, dormait, puis encore aujourd'hui d'ailleurs. Je me souviens quand elle avait 1 an, là, elle se réveillait genre à 4h30 du matin. Fait que là, je descendais dans le sous-sol, puis là, je prenais un paquet de feuilles blanches d'imprimante, puis là, elle faisait juste passer sa main, puis elle allait yeet comme ça. On pouvait faire ça pendant 3 heures. Puis comme, c'était nice. Je sais, c'est plate, tu fais pas d'argent, il n'y a pas personne qui fait comme bravo. Ouais. Mais j'ai passé des moments comme ça avec ma fille, puis avec le recul, je me dis, j'aurais voulu être père à la maison, juste pour comme... Ah man, j'aurais vraiment aimé ça. Je pense que je passe à côté de quelque chose, puis j'essaie de me reprendre aujourd'hui. Tu sais. Ben, j'avais vu une vidéo là-dessus qui disait chaque fois que ton enfant te demande de le prendre dans ses bras, dans tes bras, fais-le. Ouais. Peu importe la situation, peu importe le contexte, fais-le. Parce que tu pourras pas le faire pour toujours. Tu sais. C'est ça. Chaque fois que tu te le fais, puis là, j'étais comme, c'est pas vrai, parce que, tu sais, mettons, des fois, genre, marche, là, ne tente pas de te prendre. Ça. Ouais. Puis là, après ça, je suis comme, je vais l'essayer. Puis on dirait que tu le conscientises encore plus. T'es comme, hey, à chaque fois, parce que là, j'avais vu cette vidéo-là, fait que je suis comme, à chaque fois que je le prends dans mes bras, je suis comme, c'est un privilège. Ben, même si t'es pas content, même s'il y a telle situation, je te prends dans mes bras, puis tu sais, c'est. Parce qu'il y a tellement d'opportunités dans la vie d'oublier qu'est-ce que c'est le vrai bonheur. Puis c'est notre système nerveux qui est hautement sollicité par un paquet d'affaires. Tu sais, ils appellent ça en anglais les vanity metrics, là, les likes, les partages, l'effervescence. Tu sais, on oublie que l'effervescence, ça se base dans pas grand-chose puis ça passe rapidement. Tandis que pour moi, les vrais bonheurs, tu sais, quand ma fille rit, quand je la fais rire, quand elle raconte à ses amis que je suis le papa le plus drôle, quand j'entends ses amis, des fois, elle joue avec ses amis, fait... Souvent, les amis à Jeanne disent « Il est vraiment pas sévère, ton père. Il est vraiment doux. » Puis elle dit « Ouais, il m'a jamais puni. » Comme, tu sais, je l'ai pas puni, mais comme je suis assez ferme quand même. Tu sais, c'est pas mon ami, c'est ma fille, ça, je le dis vraiment souvent.
Puis sa mère fait aussi un travail hallucinant de l'autre bord. Je pense qu'on est vraiment des bons coparents. Puis c'est tellement, tellement important. Marie-Lou, des fois, je disais, Asti, ça fait 2 heures, elle veut pas boire son sirop. Elle dit, qu'est-ce que t'as de mieux à faire en ce moment-là? C'est quoi t'as de mieux à faire? Elle dit, mettons qu'elle va se coucher, tu vas faire quoi après? Tu vas lire un livre, tu vas gamer, tu vas aller sur YouTube, tu vas checker Instagram. Genre, qu'est-ce que t'as de mieux à faire que de montrer à ta fille comment ne pas perdre patience? J'étais genre, ça me fend, là. Je me mets à brailler, je me sens comme un épais. Je culpabilise pendant 3 jours. Puis je le sais que je vais passer par ça, fait que je me dis, pourquoi tu prends pas un raccourci, tu droppes pas tes affaires puis tu donnes pas de l'attention à ton enfant, pour pas vivre cette culpabilité-là puis être dans un genre de loop de je me sens comme un tas de merde, puis après ça, finalement, ça va, puis voilà. Ouais, toute la portion gestion, j'ai fait Survivor récemment, puis tu sais, t'es sans contact. Nice? Je connais pas beaucoup Survivor. C'était malade. C'était insane comme le contexte, là, c'était fou comme expérience. OK. Mais le plus utile ou le plus fun dans tout ça, ou ce que je tire de plus important de l'aventure, de l'expérience, c'est justement l'importance des gens que j'aime. Tu sais, t'es prêt pour acquis, tu les vois à chaque jour. Mes enfants, ils me tapent ses nerfs des fois, puis ça me fait plaisir de m'en aller, c'est correct. Mais en bout de ligne, c'est eux à qui je tiens le plus. Mais en même temps, je me rendais compte à quel point c'était eux que je prenais le plus pour acquis puis que je négligeais le plus. Ouais, parce qu'ils sont là par défaut, genre. Ben, tu sais, tu veux pas décevoir les attentes du client ou du fournisseur à l'autre bout parce que tu veux sa business puis tu as peur de le décevoir. Ouais. Fait que lui, tu lui diras pas non puis tu vas prendre son appel n'importe quand puis tu vas y répondre le plus rapidement possible puis tu vas essayer d'être un 10 sur 10 envers lui. Mais ça me dérange pas d'être un 5 sur 10 quand mes enfants sont là parce que ça me tente pas. T'as-tu des enfants, toi? Ouais. T'en as combien? 2? Fait que tu sais, mais puis là, quand je suis revenu, j'étais comme, wow, minute, là, il y a comme. On va replacer les affaires à bonne place parce que c'est pas de même que c'est supposé être, tu sais. Moi, ce que j'aime, il y a un projet qui ça fait longtemps que je veux faire en photographie, c'est de prendre des photos des gens qui sont sur leur lit de mort, les gens qui ont demandé l'aide médicale à mourir. Puis il y a beaucoup de docteurs, il y a beaucoup d'infirmières, il y a beaucoup de gens du personnel de la santé qui racontent ce que ces gens-là disent avant de partir. Puis c'est toujours... C'est jamais arrivé que j'ai lu une histoire d'un gars qui est décédé ou d'une madame qui est décédée puis elle a dit j'aurais donc dû plus m'obstiner sur Facebook, genre j'aurais donc dû raquer plus de cash pendant que j'étais chez Hydro-Québec, whatever. Tu sais, c'est tout le temps ça, on revient aux valeurs traditionnelles, fait que tu sais c'est ça, je trouve ça vraiment important d'essayer de le trop faire tard consciemment. mettons, tu considères tout ça avec le contexte que tu mets, tu sais, qu'on y arrive tout le temps trop tard à revenir à la base? Ben, il y a un adage qui dit si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. C'est une des meilleures phrases une des phrases que j'essaie d'appliquer le plus souvent dans ma vie, c'est que j'aurais aimé ça avoir la tête que j'ai à 21 ans. Je regarde la génération qui s'en vient, je les trouve tellement brillants, je les trouve tellement allumés sur les enjeux sociaux. Je me dis, my God, j'aurais aimé ça avoir ça. Je me serais tellement évité un paquet de merde. Puis tu sais, quand on parle de les milléniaux, puis la génération Z qui sont soft, puis je suis comme, mais... On dirait que je préfère ça. Genre, j'aime mieux une vulnérabilité qui se cherche qu'une espèce de fausse résilience ancrée dans des valeurs dégueulasses comme la masculinité intense et compagnie. Moi, je trouve ça correct que les petits gars, ils braillent puis qu'ils aillent en thérapie puis qu'on en parle. J'ai eu la chance d'avoir un père qui était très sensible puis d'avoir découvert sur le tard la thérapie un peu puis l'anxiété, le trouble panique et compagnie. Mais on dirait que je préfère la quête du bien-être que le fait de résorber ses sentiments puis de donner ce qu'on voit depuis des années et des années. Puis là, c'est sûr qu'aujourd'hui, tu as plus de sagesse parce qu'évidemment, tu gagnes en expérience. Puis plus ça va aller, plus tu vas en avoir, c'est sûr. J'espère. Mais je veux dire, tu as quand même une plateforme importante. Je sais pas, en termes d'abonnés ou de gens qui suivent tes plateformes, tu es au-dessus de 100 000, là, mettons, de gens qui te suivent. Ouais, je pense que c'est 138 sur Instagram, 117 sur Facebook. Mais ça vient... c'est comme une clause grand-père. Ça vient 3 fois par jour. Là. Je pense pas que... J'existe pas demain. Puis là, mais tu t'en as fait partie. Je veux dire, tantôt, on parlait, c'est sûr que ça t'a apporté énormément. Oui. Ben oui. Puis oui, il y a un... Y a-tu un moment pour toi que c'était comme maladif, un peu, cette histoire-là? Jamais. De gagner des abonnés ou jamais. Puis ça, il y a des gens qui peuvent bien dire que je suis narcissique ou whatever. Honnêtement, j'ai sur plusieurs milliers... Je pense que j'ai comme 1000 quelques publications. Il y a 4 photos de moi.
je veux dire, je parle rarement de ma vie privée, de mes affaires, parce que justement, je le sais que j'ai beaucoup de travail à faire. Je sais que je suis pas un expert dans X ou Y ou whatever, à part, mettons, pour la photo ou à part pour faire des jokes ou des choses comme ça, mais ça n'a jamais été à propos de moi. Je suis pas quelqu'un qui... suivez-moi, je vais faire... Puis j'ai rien contre les gens qui le font. Je trouve ça important qu'on ait des personnes qui sont pas des vedettes hollywoodiennes qui parlent de leur quotidien parce que ça rassemble beaucoup de gens, puis les gens peuvent relate. Puis ça fait en sorte qu'il y a des belles conversations qui naissent, des gens qui prennent plus soin d'eux autres. Il y a quelque chose de vraiment, vraiment bon là-dedans. Puis comme dans tout, il y a des côtés très, très néfastes. Mais en majorité, moi, j'ai pas de problème avec les influenceurs, les gens qui font des selfies. J'ai jamais diabolisé ces choses-là. Mais moi, je me dis, tant qu'à avoir autant de monde qui me regarde, c'est aussi bien de faire quelque chose de pertinent. C'est-tu toujours pertinent? Absolument pas. Mais si une fois de temps en temps, je peux déposer quelque chose sur la table puis qu'on peut partager une chose bien... Tant mieux, mais ça a été à la base de ma fondation, à la base de mon studio. Pendant plusieurs années, j'ai photographié des familles gratuitement qui n'avaient pas de sous pour avoir des photos de famille. J'ai donné tellement de sous à des organismes parce que j'étais capable d'en générer. Mais j'ai jamais eu envie de me faire dire bravo. Là. Je m'en calisse. Honnêtement, je ne sais pas comment le dire ou comment l'incarner plus. Mais je fais pas ça pour moi. Je fais vraiment pas ça pour moi. Moi, mon bénéfice, je l'ai tiré... financièrement avec 3 fois par jour. Bien évidemment, je ne suis plus du tout dans ces années-là en termes de revenus puis d'affaires de même. C'est très différent volontairement aussi. Ouais. Mais ça n'a jamais été pour me regarder après. Moi, quand je fais des spectacles, je me regarde jamais après. J'haïs ça, me voir. Je déteste ça. Je viens faire quelque chose, je dis ce que je pense, puis après ça, si quelqu'un me dit « Hey, t'avais l'air d'un cave » ou « T'as dit cette affaire-là, ça se dit pas. » Ah, si. Là, je me sens coupable, puis là, j'essaie d'analyser comment, puis là, après ça, je vais voir ma psy, j'en parle, comme je suis un work in progress, là. Ouais. Voilà. Comme tout le monde, au final. Mais comme tout le monde. Amen to that. Mais et puis ça te donne-tu comme une certaine pression d'avoir autant de gens qui te suivent? Tu te sens pas comme un redevance ou une façon de... Je les connais toutes. OK, je vais t'les nommer. Mylène, GF. Il y a un autre GF. Là-dedans. Il y a 2 GF? Il y a pas sûrement 2 GF. Ça sent bien, il y en a 2. Sûrement 2. Il y a sûrement beaucoup de Ariane aussi. Andréane. Mais Andréane, tout écrit différemment. T'as genre 9 versions d'Andréane. Ouais, c'est ça, exact. Non. Mais mettons, pour revenir à Donald, là, toi, est-ce que ton show d'humour est basé sur des petites recettes de cupcakes ou y a-tu des aspects là-dessus pour aller chercher ce public cible-là que t'as déjà bâti? Dans 1h15 de show, il y a 2 blagues sur 3 fois par jour. Puis je considère que c'est dans les meilleures blagues que tu peux faire sur 3 fois par jour. Parce que c'est pas des blagues pour bitcher ni Marie-Lou, ni 3 fois par jour. Pour moi, c'est vraiment important de rester très respectueux envers Marie-Lou, bien évidemment, c'est la mère de ma fille, mais aussi envers l'entité qui est 3 fois par jour puis que c'est devenu, tu sais. Fait que il y en a 2. Hâte de voir ça. C'est 2 jokes qui rient fort. Quand j'ai fait, ça arrive fort. Les gens vont « Ouah! » Ça, je suis quand même content. Je peux pas voler le punch. Mais non. Quand tu fais le gag, puis tu sens la vibration de... Il y a quelque chose de vraiment cool. Tu sais, je suis en rodage, puis oui, là, j'ai bien du monde qui me suit, mais de passer d'un spectateur passif à un acheteur actif, c'est une job là, quand même. Fait que c'est arrivé des fois que j'avais des salles de 150 places, il y avait, mettons, 40 personnes. C'est arrivé des salles de 90 places, c'était plein, il y avait 98 personnes parce qu'il y avait des gens debout. C'est arrivé aussi que j'avais des salles de 225 qui étaient pleines à craquer, puis ça a été Petit Champlain à Québec, ça a été ça. C'est toutes sortes d'affaires. J'aime ça. Pour moi, c'est comme une expérience. C'est ça qui te drivait surtout aussi, ce côté-là, cette thrill-là. Quand j'avais 18 ans, j'ai commencé à faire de l'humour. J'avais besoin de me faire dire « Bravo, t'es bon. On t'aime. T'es valide. » J'avais vraiment besoin de ça. À 40... je m'en crisse. Genre, j'ai appris à vivre avec mon côté un peu ratchet, sketch, mais en même temps, j'ai développé des qualités aussi que j'aime énormément, puis j'en fais bénéficier à ma fille puis à mes amis, puis ça, c'est suffisant pour me faire sentir apprécié. À 40, je trouve ça drôle d'aller faire des shows, d'appeler Joe Roberge après, de faire « Hey, le gros, j'ai fait 3 nouvelles jokes. Ça n'a pas ri, fuck all. Ça n'a pas ri tout. » Puis là, lui, il trouve ça pissant. Puis là, j'appelle Mathieu Genet qui faisait Jared Banks. Pas Jared Banks, mais Jeb le chasseur. Puis là, j'y compte 2-3 jokes. Je sais, il y a juste lui au monde qui va rire. Puis son rire, Tony Truant me fait capoter. C'est suffisant pour moi. Le stand-up, c'est une expérience. Puis j'ai vraiment du plaisir. Puis je pense que les gens embarquent dans ça, tu sais. Puis comme je dis, ça marche pas. Jeb. Il y a de quoi de fort dans
je m'en calisse. C'est tant que tu te calisses pas des autres, mais non. tu te calisses de ce que les autres pensent de toi. Si ça te rejoint pas, tant aussi longtemps que je fais attention pour pas... Puis je veux pas avoir l'air nonchalant. J'ai lu des choses sur moi qui étaient horribles, tu sais. Puis j'ai toujours essayé de chercher dans ces choses-là. Y a-tu un fond de vérité là-dedans? Ouais. Est-ce que je peux avoir l'air de ça? Est-ce que... C'est sûr, ça m'affecte, man. Je suis un des gars les plus sensibles du monde, esti. Je trouve ça tough des fois c'est clair, d'entendre des choses, de lire des choses, parce que moi, je veux pas faire de mal à personne, puis j'essaye pas d'écraser du monde pour réussir. Fait que des fois, quand je lis des choses, tu sais, récemment, j'avais fait certaines publications, puis j'ai une amie qui m'a dit « Ouais, ça, peut-être que ça peut avoir l'air de ça. » Puis j'étais comme « Ah, ben je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Je vais réfléchir à pourquoi je l'ai fait. Puis let's go. » Fait que oui, des fois, je fais des erreurs. C'est juste que j'ai pas peur de me tromper, puis pourquoi je dis je m'en calisse, c'est que je sais qu'il y a place à l'amélioration. Puis je connais personne au monde qui est parfait, mais je suis très à l'écoute aussi. Il ne faut pas croire que... c'est la clé. C'est comme les gars asti, qui sont pas là, tout le monde en parle, qui sont comme moi, votre opinion, je m'en calisse. Mais pourquoi tu me fais une vidéo de 10 minutes pour te justifier, puis tu traites une fille de plot, puis comme c'est dégueulasse. Je suis vraiment, vraiment pas dans cette vibe-là. Fait que quand on me critique, j'écoute. Puis j'essaie mettons ça, là, parce que pour vrai, à cause de les circonstances de tout le monde en parle, tout ça, comme une petite gêne à assumer mon personnage aujourd'hui. Pourquoi? Ben, je sais pas. Il n'y a pas quelque chose là-dedans que il faut que tu te décroches complètement ou il n'y a pas quelque chose qui vient, mettons, peut-être être plus sensible avec peut-être les enfants ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, on dirait que cet aspect-là de voir les choses évoluer puis du masculinisme, masculinisme alpha et tout, ben on dirait que j'ai tellement rencontré un malaise, je l'ai réécouté seulement hier, là, mais je veux dire, il y a quelque chose dans... Je suis capable d'avoir des personnages dans plusieurs situations, mais là, on dirait que tu sais, de l'assumer à 100% pour aller à contre-courant puis que un peu casser ce moule-là, à quel point c'était difficile, ou du moins si ça... En fait, je pense que c'est pas parce que tu en parles puis que tu le parodies que t'es d'accord avec ce qui se passe. Oh non, mais clairement pas. Ben, bien au contraire, c'est de la satire. Mais moi, il y a une phrase que j'avais lue à un moment donné. C'est une dame qui avait écrit à un gars dans ce genre-là, qui avait fait des commentaires. Je me souviens pas c'était quel gars. Il y avait un gars qui s'appelle comme moi, Alexandre Champagne. Il me ressemble en plus. Puis il faisait des commentaires qui étaient à l'opposé complètement de ma manière de penser. Puis il y a des gens qui m'écrivaient « Va chier mon tabarnak ». Puis j'étais à un moment donné, c'est pas un dragon ou quelque chose, ça? Non. Il y a une fille qui m'avait écrit genre à 2h du matin à un moment donné sur Facebook. Là, tu nous as fait chier à soir. Puis là, je me réveille le matin, je suis comme ça va. Fuck, qu'est-ce qui se passe? Je suis somnambule, puis genre, je fais des prank calls à du monde à 2h du matin. C'est bon. Puis pour finalement que ce gars-là m'écrive « Hey, tu pourrais dire de quoi sur tes réseaux sociaux parce que les gens pensent que je suis toi, puis je pense que ça te nuit. » J'ai trouvé ça hilarant. Ben non. Hilarant. J'ai jamais rien fait. Mais qu'est-ce que c'est parfait? Qu'est-ce que je fasse? Quel bonhomme! Mais je pense qu'à cette personne-là, à un moment donné, il y a une dame qui avait dit « J'aurais aimé ça être ta grand-mère pour te bercer plus souvent. » Oh, wow. J'étais beau, comme ça. « Hey! Ouais. » Fait qu'à ces gars-là, j'aimerais ça dire « J'aurais aimé ça être votre grand-mère pour vous bercer plus souvent. » Il y a un manque, je pense, de tendresse en quelque part dans l'histoire qui radicalise des gens à ce point-là. Puis des fois, c'est ça aussi, je pense que le malaise peut être dans l'aspect que tu veux parodier ou rire un peu de ceux qui bumpent le chest puis qui étaient présents puis qui parlaient fort puis qui ont des idées un peu... ils ont le pacte avec Satan, là. Mais c'est parce que des fois, tu veux pas mettre tout le monde dans le même bateau puis dire « Hey, je ris de ça puis je ris de la situation de ceux qui sont des victimes ou qui souffrent ou qui... » par la bande, sont impactés. Fait que des fois, c'est peut-être ça qui est... Je pense que quand c'est bien fait, c'est clair que le rire ou la parodie s'adresse aux gens qui sont hors normes et idiots et non aux victimes. Je veux dire, c'est par compassion pour les victimes qu'on caricaturise ces choses-là puis qu'on met ça sur la table. Mais parce qu'il y a d'autres personnes... Puis c'est dommage parce que c'est souvent les personnes qui sont affectées par ces enjeux-là qui sont les premières à lever la voix puis qui sont les derniers qui sont écoutés. Fait que c'est pour ça que j'appelle tous les gens comme moi ou qui ont le pouvoir de le faire à nommer les choses. Puis il y a eu une vague de plusieurs garçons aussi qui ont nommé ces choses-là. Puis je trouve ça bien, bien important puis intéressant. Parce que comme c'est pas les personnes en situation d'itinérance qui vont se partir une fondation
pour les personnes en situation d'itinérance, mais c'est les personnes en situation d'itinérance qui élèvent leur voix des fois puis qui disent comme, ou les intervenants sur le terrain qui parlent de la situation, qui disent, écoutez, on voit l'itinérance se créer devant nos yeux à cause de la crise du logement. Crise du logement, je veux juste le rappeler vite que la CAQ a ignoré pendant des années, là. Tu sais, avec une ministre de l'Habitation ou je vais plus dire la ministre de l'Immobilier qui est complètement fucking tone deaf à cet enjeu-là. Il y a un paquet d'affaires à parler. On n'ira pas jusque-là, mais, je trouve ça important, si on a les moyens d'aider, de le faire dans la mesure du possible. Absolument. Puis surtout quand tu es bien placé au bon endroit, tu parles justement de l'enjeu de la crise du logement. Bien, la crise du logement est créée par une lourdeur administrative a priori, puis un refus de changer, puis un refus de changement, puis un syndrome de pas dans ma cour. Puis, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de paliers qui causent cette problématique-là. Des propriétaires, tu sais, à tes souhaits, mon homme. il y a l'avarice aussi, tu sais. Moi, je dis tout le temps, moi, je suis propriétaire, j'ai un duplex. Puis j'ai toujours été vraiment super sweet avec mon seul et unique locataire parce que pour moi, faire du profit sur le logement, c'est aberrant. Pour moi, ça passe pas. Tu sais, je pense que si tu t'achètes un bloc pour faire du profit ou si tu n'es pas capable d'accoter ton bloc puis de supporter ta dépense, tu n'as pas d'affaire à mettre ça sur la tête d'une personne qui vit paycheck to paycheck. Tu sais, pour moi, c'est pas de même que tu fais des affaires. Puis quand je vois des regroupements de propriétaires en privé sur Facebook qui disent des horreurs sur les locataires, oui, il y a des locataires qui font pas attention. Oui, il y a ci, oui, il y a ça, mais t'es propriétaire, man. T'as accepté, en prenant la charge d'un logement, de faire ça dans la vie. Fait que là où il y a de l'homme, il y aura de l'hommerie. Fait que ben oui, ça se peut que tes planchers soient scrap, mais comme c'est ta fucking job, c'est ton fucking choix. Fait que t'as pas d'affaire à redistribuer cette responsabilité-là sur des gens qui n'ont pas le même avantage financier que toi. Tu sais, moi, c'est vraiment important. Ça, pour moi, j'avais un ami qui avait acheté un triplex, puis il était comme, il y a une madame en haut, elle paye genre 450$ par mois pour un 5,5. Il dit, là, j'essaie de trouver des façons, tu sais, qu'on peut la relocaliser. Là, j'étais, hey, là, moi, ça passe. Ben, je pense que c'est tout le temps de la façon que c'est fait aussi, parce que, tu sais, encore une fois, c'est pas tous les propriétaires d'immeubles et tous les propriétaires qui sont des méchants, comme c'est pas tous les locataires qui sont des mauvais locataires. La grosse majorité sont bons. Puis, même des promoteurs, des développeurs, ça en prend. Il faut que ça prenne de la création de logements. C'est la base. C'est vraiment drôle. C'est drôle parce que j'ai des amis qui sont pas loin de la pauvreté. Puis j'ai des amis aussi qui sont des promoteurs immobiliers. Puis je suis comme, les deux ont des problèmes. Puis je sais que les deux peuvent se servir l'un à l'autre. T'sais. Un bon locataire puis un bon propriétaire, c'est ça idéalement. Sauf que si tu regardes c'est quoi la relation puis le rapport de force, c'est toujours le propriétaire qui va l'emporter, malheureusement. En même temps, aujourd'hui, il n'y a pas assez de logements qui sont construits. Pourquoi? Tu parlais de lourdeur administrative puis ce genre d'affaires-là. Puis des fois, il y a des logements qui sont construits sous promesse d'avoir des logements abordables. Puis finalement, c'est les enfants des promoteurs qui prennent les loyers abordables puis il n'y a plus de place pour les personnes qui ont besoin de logement. Fait que tu sais, écoute, on ne réglera pas ça aujourd'hui, mais je pense qu'il faut d'abord et avant tout se tourner vers les victimes de ce système-là, puis c'est les gens qui n'ont pas de logement. Puis c'est eux qu'il faut écouter en premier, tu sais. Ouais, il faut que tu les écoutes, mais après ça, il faut que tu mettes quelque chose en place pour que ça finisse par développer. Puis c'est parce qu'il faut que tout le monde travaille ensemble. C'est ça la problématique. C'est que ceux qui gèrent l'administration, souvent, sont ni dans la situation de la personne qui n'a pas de logement, ni dans la situation du promoteur qui, lui, veut développer des unités de logement. Fait qu'elle comprend ni un des deux éléments, puis elle essaie de trouver des solutions sans compréhension des deux extrêmes. Mais moi, vous me traiterez de communiste si ça vous tente, puis de whatever, mais comme je ne crois pas au profit sur le prix du loyer. Moi, je pense que si tu es un propriétaire, puis tu t'achètes quelque chose, l'argent que tu vas faire, c'est à la revente avec la valeur que tu vas avoir créée, avec ce que tu vas avoir fait de ton patrimoine. Mais dans l'immédiat, le profit sur le logement, sur le loyer, no fucking way. Moi, ça, je pense que ça devrait être illégal. Ben, tu sais, c'est large, là, je pense qu'on pourrait en parler. On va se battre. Rejoignez-moi au Parc Joris. Rencontrez-moi. C'est parce que, à un moment donné, tu n'as pas le choix. Puis, le profit, il est tracé où? Parce que si tu as des compagnies de gestion qui gèrent tes immeubles, ton financement, ton hypothèque, tu payes du capital. Ton capital payé, es-tu considéré comme du profit? Ton hypothèque te coûte 2000 par mois, mettons, tout inclus. Tu charges 3500 à ton locataire. Je trouve ça élevé. Là. Je trouve ça vraiment élevé. En même temps, je pense que si tu as 3500 par mois pour un loyer, tu dois être relativement aisé. Je te parle pas de cette talle-là. Je te parle vraiment des gens en bas que tu as un 4,5 à Montréal qui coûte 2400$. Esti, ça n'a aucun sens. Puis souvent, ces affaires-là ont été achetées il y a des années. C'est de l'argent grand-père qui était dans le compte. C'est dans la famille ou ça appartient à un consortium ou whatever. No way que c'est ça que ça te coûte. Je veux dire, tu peux
tu peux vivre avec moins. Tu n'as pas besoin de 6 bateaux. C'est un peu ça le message. Là. Quand c'est un besoin essentiel, je suis 100% d'accord. Encore une fois, c'est comment que tu le As-tu des immeubles, toi? T'es-tu dans la... Moi, je suis dans l'immobilier, ouais, Okay. justement. Nous, on fait du développement neuf. Puis notre mission, c'est de développer de la mixité sociale. Fait que quand j'étais plus jeune, nous, on a bénéficié de logements abordables. Puis on était dans des situations... On n'était pas riches, là, tu sais, mais ultimement, c'est de donner une chance puis de créer de la mixité sociale où est-ce que c'est pas tout le monde... Tu sais, tout le même monde qui sont avec le même monde, puis tout le reste du même monde qui sont avec le même monde. Créer plus d'opportunités, ça peut se faire de belles façons, mais encore une fois, tu sais, comme je te dis, on pourrait en parler de longtemps. Non, mais je te donne un exemple parce que moi, ça me met en calisse, là. Mais tu sais, quand François Legault dit que le problème avec le logement, c'est l'immigration temporaire, puis tu dis qui achète les logements, à qui appartient le logement, puis tu vois que la majorité, c'est des corporations qui viennent d'ailleurs dans le monde, qui achètent des affaires, puis que c'est vide. Puis après ça, moi, je me souviens, j'allais au collège privé, puis la mère d'un de mes amis habitait dans un HLM à Pointe-aux-Trembles. Puis elle mettait tous ses sous dans l'éducation de son gars, tu sais. Puis je me dis, aujourd'hui, cette dame-là, elle aurait jamais pu faire ça. Elle aurait jamais pu payer de l'éducation à son garçon parce que son loyer aurait été absolument abominable. Parce qu'il y a un gars au-dessus qui est comme « Ah, c'est ça que ça vaut. C'est ça que ça vaut. 6 mois, c'est ça que ça vaut. » tu sais. Même le côté gouvernemental puis administration, ils veulent créer plus de logements abordables. Ils mettent des programmes en place. Mais tu sais, tu parlais de logements abordables. Tantôt, ils ont mis des programmes de financement en place. Avec des barèmes de logements abordables qui ne sont pas des logements abordables. Un logement à 1 600$, peut-être que dans ton financement CHL, c'est considéré comme un logement abordable, mais dans la réalité, c'est pas un logement abordable. Mais je me mets de ton bord, puis je regarde, mettons, Valérie Plante qui avait annoncé qu'il allait avoir des nouveaux logements, des 4,5, je sais pas trop, à tel prix, puis j'étais comme... Fait que moi, dans le fond, ça me fait plaisir qu'il y ait un montant sur mes impôts ou sur ce que je redonne de mon revenu qui va au logement abordable puis au fait de loger des gens qui n'ont pas de logement. Mais si tu me dis que ce que ça coûte, ton 4,5, c'est 3 800 par mois, puis c'est un logement abordable, ça permet à une personne de juste payer 400, je suis comme, va chier, là. No way que je vais te donner de l'argent pour que tu payes à quelqu'un 3 800 pour qu'une autre personne paye 700$ pour être... Ça aucun... Moi, ça, comme gars d'affaires, je trouve ça aberrant, de penser que tes impôts, tes taxes sont bien utilisés ou sont efficaces à 100% dans les systèmes qu'on a choisi de se payer collectivement. Écoute, mais si on enlève la lourdeur administrative, ultimement, ça va être moins coûteux pour tout le monde. Ça va permettre de créer plus d'offres. Plus il y a d'offres, ça vient rencontrer un peu plus la demande. Puis en bout de ligne, ultimement, l'effet, c'est la diminution des prix ou au moins une stabilité un peu plus ou une augmentation moins fulgurante que ce qu'il y a en ce moment. Fait que ça, c'est réglé. Moi, je pense qu'on l'a réglé. On va s'asseoir avec Justin Trudeau. Puis on invite... c'est ça l'idée. T'attends ça de le faire. Il fallait. On m'a donné... Puis là, on construit des logements. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup d'enjeux qu'on a réglés au final. Là. Je suis vraiment content. On a réglé la crise du logement, on a réglé les enfants ses tablettes. Ouais, tout ça, pour moi, c'est plus des problèmes. J'ai sorti du site léger. On s'en va l'ours. Là, Joe, t'avais sorti une petite boîte surprise. C'est-tu pour moi? Oui. Petit cadeau pour te remercier de ton déplacement et de ton mais là, temps. tu y donnes gratis. Ben là, pas gratis. C'est quoi? Oh, wow! Dude! C'est donc bien nice. Un petit t-shirt pour toi. C'est donc bien cool, ça. Hey! Wow! Avec la couleur du show, de l'affiche. Ouais, mais je trouvais qu'elle était écœurante, ton affiche, pour vrai. Je sais pas qui te l'a fait. Veux-tu avoir... Ben écoute, Mathieu Charlebois, qui est un gars pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de tendresse. À la base, la personne qui devait faire ma photo de spectacle, c'est Félix Renaud, mon ami, un très, très bon ami à moi, qui est décédé d'une maladie du cœur en février dernier. Caroline. Puis, merci beaucoup. Puis, j'avais pas... Pour moi, Félix était irremplaçable. C'est un photographe hors pair, qui a des qualités d'humain aussi qui sont... Il m'a beaucoup aidé, Félix, l'année dernière, quand ça allait pas bien. Puis, je m'étais dit, comment on fait pour reproduire l'éclat de la créativité à Félix? Puis c'est un collage qui m'est venu en tête. Je me suis dit, c'est sûr qu'on peut juste faire un collage. Puis Mathieu Charlebois, je l'ai contacté parce que j'ai vu ses choses sur Instagram. Puis il m'a fait ça, man. Puis moi, je voulais pas mettre ma face au début, mais là, mon équipe était comme, c'est parce qu'il faut qu'on vende des billets de ton show, puis c'est ton spectacle. C'est comme le produit. Okay, mais peu, genre, là. on met d'autres affaires. On met plein d'autres affaires, puis genre, il faut que ce soit comme, ça ressemble à ce que j'ai en tête tout le temps. Et voilà le travail. Mais là, attends, fait que tous les items,
Ça a tout rapport avec des éléments du spectacle ou de mon imaginaire. nice. Ouais, mais c'est pas c'est une inspiration de ton ami, mais c'était pas des créatifs de lui directement. Non. En fait, ça n'a rien à voir avec Félix. C'est juste que j'ai voulu avoir quelque chose de très éclaté. Puis en photo, on allait faire quelque chose de vraiment éclaté. Ça n'a pas eu lieu, malheureusement. Donc, Mathieu s'est occupé de faire en sorte que ça soit très éclaté. Là, t'es le genre de gars qui va mettre un T-shirt avec sa face dessus. Là. Je vais pas le mettre. Non, ça, c'est pas moi, ça. Mais je vais le garder précieusement. Je trouve ça vraiment... C'est vraiment une belle attention. C'est très cool. Ben, merci d'être C'est vraiment nice. Fait que là, si les gens veulent aller te voir en spectacle, justement, comment... alexandrechampagne.co ou Alexandre Champagne sur Facebook ou Alexandre-Champagne sur Instagram. Celui-là avec 100 000 abonnés, là, pas l'autre. Non, le mien, là, lui, qui est à l'époque, quand j'ai créé ça en 2000, ça s'appelait une fan page. Une page fan. Je me faisais traiter de mange-marde parce que je m'étais mis une page à mon propre nom puis je la gérais moi-même. Puis 3 ans plus tard, j'étais payé 125$ de l'heure pour développer des pages pour des compagnies. Pour du monde. C'est à cause de ce PTSD-là que tu mets pas des t-shirts avec ta face dessus ou d'autres choses? Ben, je mets ma face avec ma face dessus. Je trouve que c'est la plus belle manière de la porter. OK. Fucking right, man. Merci de ton temps. Ça me fait plaisir. Salut, merci à vous puis autres. good show, Joe, pour ton costume. Très beau boléro patché des bikers de Québec. Il manquerait rien qu'un gun, puis tout serait résolu. Hey, salut les mecs, good show. Merci. Fucking right.